Il a probablement signé la plus grosse paire de cette année 2022 sur le circuit principal. Cet été, au Master 1000 de Cincinnati, Ben Shelton, classé 229e mondial à l'époque, concassait Casper Ruud, futur numéro 3 mondial et finaliste de l'US Open, en lui infligeant un cinglant 6-3-6-3, ponctué d'un twinner lobé gagnant. Pensionnaire de la prestigieuse université des Gators de Floride, le jeune gaucher de 19 ans est le fer de lance de cette vague de jeunes joueurs aux dents longues issus du cursus universitaire américain. Comme lui, d'autres talents nous ont gratifié de grands coups d'éclat cet été, comme Brandon Holt, 24 ans, passé par l'université de Caroline du Sud, qui s'est offert le scalp de Tyler Fritz au premier tour de l'US Open. Ou encore Andrés Martin qui a sorti Kokkinakis à Atlanta en juillet dernier, alors 75e mondial. Le tennis universitaire aux US est un sentier de plus en plus emprunté par les jeunes joueurs aspirant à devenir professionnels un jour. De grands noms du tennis mondial en sont issus, tels que le légendaire John McEnroe, qui a fait le bonheur de l'université de Stanford, et parmi nos meilleurs contemporains, la tour de contrôle John Isner, qui était étudiant à l'université de Géorgie, le fraîchement retraité Kevin Anderson, ancien membre de l'Illinois Athletics, ou encore le britannique Cameron Norrie, pensionnaire de la Texas Christian University. Tous trois partagent le fait d'avoir été à minima top 10 mondial. Le franco-américain Maxime Cressy, issu de l'UCLA de Los Angeles et son ascension fulgurante en 2022, et Arthur Hinderknecht, ex-joueur pour la Texas A&M University, révélation de la saison 2021, ont suivi également la même voie. Phénomène grandissant, de nombreux jeunes joueurs de toutes nationalités tentent l'aventure outre-Atlantique, préférant s'aguerrir sur le circuit américain plutôt que de se lancer directement dans le circuit secondaire. Et la recette marche, preuve à l'appui avec ce chiffre, 12 joueurs dans le top 100 sont issus du cursus universitaire américain. Bref, vous l'avez compris, on va poser aujourd'hui nos valises au pays de l'oncle Sam pour comprendre ce phénomène de plus en plus attractif. Salut bande de petits tenix, c'est Bastoun, j'espère que vous allez bien et que je vous ai manqué. Je tenais tout d'abord sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour les nombreux feedbacks positifs que j'ai reçus suite à la sortie de ma première vidéo. Donc sachez que celle-ci a suscité beaucoup d'encouragement, de mots sympas, ainsi que de conseils constructifs pour améliorer mes contenus pour la suite. Les personnes à qui je fais référence se reconnaîtront bien évidemment. Merci les gars, vous êtes des boss. Sachez que ma motivation s'en retrouve décuplée et que je n'ai qu'une hâte pour la suite, vous proposer des projets super cool. Mais pour l'heure, on va se plonger sans plus tarder dans la thématique du jour, à savoir la voie du tennis universitaire aux États-Unis, car il y a beaucoup à dire sur le sujet. Donc, c'est parti! On le sait, le sport a une place prépondérante dans le système éducatif américain, et le tennis ne déroge évidemment pas à la règle. S'il n'a pas la même ferveur que les indétrônables football américain, baseball ou encore basket, la balle jaune a tout de même la cote dans les facs ricaines. Pour les plus sceptiques, voici l'exemple d'une ambiance moyenne qui entoure une rencontre par équipe opposant deux universités rivales en première division du circuit américain. You could not write a script any better. Ben Shelton, the son of Brian Shelton, has just given his dad in this Florida program their first national championship. Ah d'accord, comme vous pouvez le voir, ça rivalise facilement avec des atmosphères de Coupe Davis, l'ancien format je précise. Voie alternative et encore largement méconnue du grand public, le circuit universitaire US est organisé par la Collegiate National Athletic Association, mieux connue sous le nom de NCAA, une association sportive américaine qui coordonne un certain nombre de sports étudiants, dont le tennis. Son circuit se divise en plusieurs divisions, mais dans cette vidéo, nous nous pencherons spécifiquement sur l'élite, à savoir la première division qui met aux prises les facs les plus prestigieuses du pays, mais aussi les plus sélectives, comme les Florida Gators, Michigan, Tennessee, la Baylor University et j'en passe. Ces écoles disposent des plus grosses infrastructures, des budgets les plus juteux et par extension des meilleurs joueurs dans leur rang.
Ce championnat pour teenagers, directement inspiré de la NBA, se décline en différentes conférences et se découpe en plusieurs phases dans le calendrier. Ce circuit parallèle a également sa propre hiérarchie, le classement ITA qui rassemble les meilleurs étudiants raquettes en main. A noter également, le championnat NCAA existe en 3 formats, par équipe, en simple et en double. Le cœur de la saison se déroule à partir du mois de janvier avec les phases qualificatives, puis arrivent enfin les fameux playoffs, la phase finale de la compétition, qui se tient au mois de mai. En ce qui concerne le format des rencontres par équipe, celui-ci a son propre mode de fonctionnement. En gros c'est facile, c'est comme les dimanches matins en équipe en France chez les amateurs. Mais x10. Je vais essayer de vous synthétiser du mieux possible son règlement, car il est assez complexe. Pour remporter une rencontre, retenez qu'une des 2 équipes doit totaliser 4 grands points. Tout d'abord, la rencontre débute par les doubles. Il y a 3 matchs qui se déroulent en même temps, donc à commencer par le double 1 de l'équipe 1 contre le double 1 de l'équipe 2, puis le double 2 de l'équipe 1 contre le double 2 de l'équipe 2, etc. Vous avez compris. La spécificité est que ces matchs de double se déroulent au meilleur d'une unique manche. La première équipe qui remporte 2 sets, donc 2 matchs, remporte un grand point. Lorsqu'une des 2 équipes y parvient, le dernier match toujours en cours s'arrête net. Dans la foulée, 6 matchs de simple sont alors lancés, basés sur le même principe de confrontation qu'en double, le numéro 1 de l'équipe 1 contre le numéro 1 de l'équipe 2, le numéro 2 de l'équipe 1 contre le numéro 2 de l'équipe 2, etc. jusqu'au numéro 6, à la différence que les matchs se déroulent cette fois-ci en 2 sets gagnants et une victoire vaut un grand point. Dès qu'une équipe totalise 4 grands points donc, la rencontre s'arrête et c'est la délivrance absolue. Remporter le championnat et être sacrée meilleure fac américaine est l'objectif ultime de ces universités qui se livrent une lutte impitoyable entre elles. Mais le remporter en simple est probablement encore plus prestigieux car une très belle récompense est promise à la clé. Une wildcard dans le tableau final de l'US Open, rien que ça. En 2022, c'est Ben Shelton, décidément encore lui, qui a mis le grappin dessus en raflant tout sur son passage. Bien avant lui, des joueurs probants américains solidement installés dans le top 100 ont réalisé le même exploit comme Mackenzie McDonald en 2016, Marcos Giron en 2014, ou encore Steve Johnson qui avait réalisé le doublé 2011-2012 tout en comptabilisant 2 titres nationaux avec son équipe. A ce jour, il détient le palmarès le plus légendaire du circuit US, avec notamment cette incroyable série de 72 victoires de rang. S'il fallait dégager un seul avantage parmi tous ceux qu'offre l'American Dream, ce serait sans hésiter le mental en acier trempé que l'on acquiert à la fin de l'aventure. L'un des charmes spécifiques du tennis universitaire américain est que celui-ci est à mi-chemin entre un sport individuel et un sport collectif. Je le disais en préambule, les rencontres en équipe entre fac rivales se déroulent dans des ambiances survoltées, hostiles, avec parfois plus de 2000 spectateurs massés autour du court qui n'hésitent pas à siffler les joueurs, à user du trash talk, voire parfois les insulter. Bref, la démesure américaine dans toute sa splendeur. Si ce climat peut être difficile à appréhender au début pour certains, cette fierté de représenter les couleurs de ton école, de tout donner pour tes partenaires, ton coach, tes potes de fac qui viennent t'encourager, couplé au fait que tu ne veux pas les décevoir, est ultra formateur sur le plan mental. Dans l'excellent podcast Échange orchestré par Antoine Beneteau, Arthur Rinderknecht, passé par les States après le bac, avait expliqué qu'il s'était nourri de ces atmosphères lors de ses années américaines pour se forger un mental d'acier et une maturité qui l'ont aidé bien des années plus tard sur le circuit professionnel. C'était la meilleure chose pour moi et voilà, juste de pouvoir continuer mon sport et faire des études aux États-Unis, c'est fantastique. Donc, j'ai pas regretté une demi-seconde. J'ai tout adoré. Alors, j'ai eu quelques rebondissements sur le chemin. Chaque expérience m'a permis d'avancer. Et au final, si je dois changer des choses, si je dois revenir en arrière, changer des choses, je serais peut-être pas là au jour d'aujourd'hui. Donc tout s'est passé comme ça devait se passer. Et je pense qu'il y a son propre chemin à se faire. Rappelez-vous sa victoire incroyable au bout du suspense au forceps contre le local Alexei Popyrin à l'Open d'Australie au premier tour en 2022 dans un court chauffé à blanc avec des Australiens complètement bourrés et extrêmement véhéments à son égard. Force tranquille sur le court, Arthur n'avait pas bronché une seule fois et n'a pas été déstabilisé là où un autre joueur aurait pu logiquement couler mentalement. La transition entre le circuit junior et le circuit professionnel est tellement brutale que beaucoup de jeunes joueurs font le choix de s'expatrier aux États-Unis pour prendre de l'expérience et parfaire leur bagage tennistique.
Une fois bien affûtés sur le plan technique, tactique et mental, ces derniers se lancent alors dans le grand bain du circuit professionnel et il n'est pas bon de les retrouver sur sa route. Comme ils sont dépourvus de classement ATP, ces jeunes joueurs sont plongés dans les profondeurs de la hiérarchie mondiale, mais c'est un trompe-l'œil. Le youtubeur tennisman Jules Marie en avait par exemple fait les frais dans un tournoi futur au Portugal, en s'inclinant contre Francisco Rocha, classé à l'époque 1867e mondial, mais ça ne veut strictement rien dire, avant d'expliquer avec justesse le phénomène dans une autre vidéo. C'est des joueurs qui sont, je crois, 1200, 1300, 1500 ATP, donc entre guillemets pas un classement de ouf. Et quand tu regardes leur fiche ITF, ils n'ont pas joué de futur depuis 2019-2020. Donc en fait, je pense, il me semble, je m'ai renseigné que ce sont des joueurs qui sont aux US, à l'UNIV. Du coup, ils font aucun futur, mais ils ont un très très bon niveau. Et pour le coup, le gaucher là, il joue extrêmement bien au tennis. Il a passé les qualifs sans problème. Il a gagné hier 3 et 5. Et il gagne 6-2. Il joue vraiment très très bien. Voilà, c'est un très bon joueur qui sait tout faire. Donc voilà, s'il gagne, ça sera un gros match demain. Le tennis universitaire aux États-Unis est la voie idéale pour les très bons joueurs sur la scène nationale, mais qui ne se sentent pas prêts pour autant de faire le grand saut directement chez les pros. L'exemple français le plus célèbre est Arthur Rinderknecht, passé par les bancs de la Texas A&M University. Révélation de la saison 2021, le Breton a explosé la barrière du top 100 à 26 ans, à force de travail et de persévérance. Pourtant, de son propre aveu, Arthur n'avait jamais imaginé embrasser une carrière professionnelle après le bac. Toute mon adolescence jusqu'à 18, je me suis jamais vu en fait joueur de tennis professionnel. J'avais un pseudo rêve au fin fond de la tête, et jamais je me suis vu professionnel. Je me sentais pas du tout capable de voyager toutes les semaines. Je trouvais ça extrêmement difficile de perdre au premier tour, d'aller au fin fond de nulle part, à l'autre bout du monde, perdre au premier tour pour revenir tout de suite. Enfin, je trouvais ça beaucoup trop dur. Mais par contre, j'adorais ce jeu. J'adorais le tennis. J'étais fan de jouer. J'adorais compete, comme ils disent aux États-Unis. C'est compete. Pour moi, c'était voilà, j'adorais me challenger. J'adore le jeu. Et donc, j'avais encore envie de jouer. Et voilà, juste de profiter de cette passion. Après avoir disputé quelques tournois futurs à 18 ans sans grande conviction, le Breton a fait le choix de partir aux États-Unis pour se grandir humainement, tout en alliant tennis et études. Choix payant puisque ces 4 années au plus près de la culture américaine, où règne le fighting spirit omniprésent, lui ont permis de se métamorphoser mentalement, grâce au soutien d'un coach en particulier, mais surtout de prendre conscience de ses forces. J'ai la chance d'avoir Steve Denton, comme tu l'as dit, qui est un immense coach, qui connaît très très bien le tennis. Voilà, tu l'as dit, 12e, il a fait finale en simple, en grand chelem, je crois qu'il a gagné des grands chelems en double. Et il me prend sous son aile, il s'occupe bien de moi. Et au bout de 2 ans, il me dit, écoute, fais un peu des futurs cet été, j'aime bien comment ça évolue, je pense que t'as de quoi titiller quelques gars, va prendre un peu d'expérience. J'ai écouté très sagement, comme je le faisais là-bas au début. Et c'est vrai que et puis je fais une finale en futur, je crois cet été-là. Et je bats quelques gars dans les 300-400e et je me dis, en fait, tu vois, j'ai eu un premier prise de goût, tu vois, du circuit. Et ça m'a donné envie. En fait, mes 2 dernières années, j'ai développé, là, c'est vraiment cette envie de me lancer sur le circuit, de voir ce dont j'étais capable. Et donc, de m'entraîner comme un pro presque tous les jours pour essayer d'être le meilleur possible, prêt le jour J où je me lancerai. Et ça m'a permis, voilà, de bien me préparer pour le circuit. Même constat pour le franco-américain Maxime Cressy. Avec son style de jeu vintage, le dernier représentant du service volé en 2022 a pulvérisé le top 100 cette année à 24 ans pour se retrouver aux portes du top 30 grâce à son ascension fulgurante. Je l'avais interviewé au Challenger de Pau dans le cadre d'un article pour le média Course en novembre dernier. Il était alors classé 125e mondial à l'ATP et j'avais été frappé et impressionné par la confiance naturelle de Maxime et sa croyance en lui inébranlable. Pour planter le décor rapidement, il faut savoir que Maxime est né à Paris, qu'il a fréquenté le centre de Boulouris, un pôle espoir des meilleurs Français à l'adolescence, mais que son potentiel et son style de jeu atypique n'ont jamais été véritablement considérés à leur juste valeur. Franchement, bravo les gars, changez rien. En panne de confiance et de résultats, il a alors écouté les conseils de sa mère, il faut toujours écouter les mamans, ex-championne américaine de volleyball, pour faire valoir sa nationalité américaine et s'envoler aux États-Unis pour se recréer une identité, comme il me l'avait confié à l'époque. Pensionnaire de l'UCLA à Los Angeles, l'une des académies les plus prestigieuses du pays, Maxime va prendre conscience de son énorme potentiel. Mon ascension a vraiment débuté lors de ma 2e année à l'école. J'ai décroché mon tout premier point ATP sur terre battue et j'ai commencé à disputer des futurs. Cela m'a donné une belle dose de confiance de pouvoir rivaliser sur le circuit. Un exemple parmi tant d'autres d'une éclosion tardive et mature outre-Atlantique, d'un joueur à qui on a laissé le temps de se développer, de prendre confiance en lui,
loin de la dictature d'un système du résultat immédiat. L'aventure américaine offre des avantages que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Tout est mis en place pour que le joueur baigne dans un environnement optimal pour performer sur le court avec une structure d'entraînement quasi professionnelle qui comprend plusieurs entraîneurs, des nutritionnistes, des kinés ainsi qu'un budget dédié à l'entraînement et au voyage. Sans parler des infrastructures de qualité où le joueur peut jouer à haut niveau toute l'année et s'entraîner de manière quotidienne. Des conditions optimales que l'on ne retrouve pas lorsqu'on se lance directement dans l'anonymat du circuit secondaire où règnent les galères financières, les voyages éprouvants, les conditions d'entraînement précaires et par-dessus tout, un sentiment de solitude. En parallèle, l'université Riken permet également de s'assurer un filet de sécurité avec un diplôme en sortie d'école si la réussite tennistique n'était pas au rendez-vous. C'est par exemple le cas de Kevin Denechaud, originaire du Sud-Ouest, qui était classé 2-6 en France avant de tenter l'aventure outre-Atlantique. Pensionnaire de la Franklin Pierce University qui dispute la division 2 de NCAA, Kevin a gentiment accepté de me répondre à plusieurs milliers de kilomètres de mon Sud-Ouest natal pour vous permettre de mieux comprendre le quotidien et la semaine type d'un joueur expatrié aux US. Alors salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va et toi? Voilà, en pleine forme. Où est-ce que tu te situes sur la carte géographique et quelle heure il est chez toi? Moi, je suis pas loin de Boston, donc dans le nord-est des États-Unis. Ok. Et là, il doit être midi, à peu près ici. Ok, nickel. Et est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu as décidé de tenter l'aventure outre-Atlantique au pays de l'oncle Sam? Je suis arrivé ici il y a 2 ans, en septembre 2020, en plein Covid. Du coup, c'était pas évident au début, mais D'accord. voilà, ça a bien progressé. Est-ce que tu pourrais me décrire à quoi ressemble une semaine, une journée type dans ton quotidien à l'époque de joueur de tennis quand t'es arrivé dans ton campus? Comment ça se passe? Dis-nous tout, quoi. Alors, ça dépend déjà si tu as des matchs ou pas. Ok. Mais on va dire si tu es en off-season, donc si tu n'as pas de match, en gros, souvent, tu vas avoir 5-6 entraînements par semaine. Pour ma conférence, vraiment notre compétition, c'est dans le semestre de printemps. On a beaucoup de matchs, on a souvent 1 à 2 rencontres par semaine. Oh. Ouais, ça prend quand même pas mal de temps parce que des fois, pour faire nos rencontres, on doit se déplacer genre 4-5 heures en voiture. Ouf. Genre par exemple, on va dire, je sais pas, t'as une rencontre sportive et tu dois partir pour quelques jours. En fait, du coup, tu vas pas en cours et en fait, c'est justifié auprès des profs. Et après, une journée type, on va dire que c'était, ça dépendait aussi des personnes. Parce que moi, par exemple, je travaillais pour la fac, je travaillais dans la cafette juste pour faire un peu d'argent. Donc en fait, souvent, je travaillais du lundi au vendredi le matin pendant 3-4 heures. D'accord. Et ensuite, j'avais entraînement l'après-midi. Et après, le soir, c'était repos, je faisais ce que je voulais. Parce qu'en fait, moi, comme je faisais un master, mon master, c'est uniquement en ligne. Ok. Et en fait, du coup, j'avais pas de classe, en fait. C'était juste énormément de documents à remplir, des devoirs, en fait. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience américaine à laquelle tu goûtes depuis déjà 2 ans? Ça commence à faire. Sur le plan sportif, professionnel, humain. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Pour moi, c'est une très belle expérience. Ça m'a permis premièrement, de progresser énormément en anglais. Genre, mon anglais avant était pas mal, mais genre, j'étais très loin d'être bilingue. Et maintenant, je sais pas si je peux me qualifier de bilingue, mais on va dire que, tu vois, genre, je suis très à l'aise en anglais. Et après, en dehors de ça, l'aspect tennis, c'était une très belle expérience, pouvoir vivre des moments comme ça. Tu sais, des fois, tu pars avec ton équipe, tu conduis 5 heures, tu dors à l'hôtel, tu fais ton match toute la journée, tu reviens. Tu vois, rester genre avec ton équipe 24 heures sur 24, je pense que c'était une très belle expérience. En quelques mots, le système américain permet de vivre une expérience unique à tous les niveaux. Il permet de sortir de cette fameuse zone de confort, hors des sentiers battus et de tout cadre rigide, en partant à l'aventure à l'autre bout du monde, mais aussi de gagner énormément en autonomie, en maturité, et d'apprendre à se connaître, que ce soit sur le court comme en dehors. Goûter à la culture américaine où l'athlète de haut niveau a une réputation plus que positive avec presque ce statut de star du campus, ainsi qu'à cette culture de la gagne où tout semble possible, sky is the limit, est un formidable accélérateur de confiance. On l'a vu ensemble, de grands joueurs professionnels sont issus de cette filière qui ne cesse de séduire au fil des années de plus en plus de jeunes espoirs de la balle jaune. Avec un accompagnement sur mesure, scolaire comme tennistique, tous les ingrédients sont réunis pour entrevoir le rêve d'une carrière sur le circuit professionnel ou assurer ses arrières avec un diplôme internationalement reconnu.
Néanmoins, si je vous ai dressé un tableau particulièrement idyllique du cursus universitaire américain, il ne faut pas oublier que celui-ci présente évidemment des obstacles qui peuvent être incompatibles avec certains types de tempéraments. La barrière de la langue, le choc des cultures, l'éloignement de la famille et des proches, le méticuleux choix d'une université qui va correspondre au profil du joueur, la perte de repères et ce saut dans l'inconnu d'une manière générale sont des freins qui demandent une grande force intérieure pour être affrontés. Mais carrière professionnelle ou pas, tous les témoignages sont unanimes. L'expérience des States est une aventure humaine inoubliable. Si tu as kiffé la vidéo, n'oublie surtout pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, sinon tu seras condamné à manger jusqu'à la fin de tes jours le menu XXL des McDo américains. N'oublie pas non plus de commenter la vidéo, de me dire ce que tu penses globalement du circuit US américain ou encore du PIB actuel du Botswana, et surtout de rester connecté pour la suite de l'aventure. Pour ça c'est très facile, il faut que tu t'abonnes et t'oublies pas d'activer la petite cloche, car ça permet de m'aider grandement dans ce projet qui est tout nouveau, et surtout on va pas se mentir, ça permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube grâce à l'algorithme qui est assez mystérieux. Pour les plus passionnés d'entre vous, je vous mets en description juste en dessous des liens qui vont vous être utiles pour pouvoir, et des sites aussi, pour pouvoir suivre en intégralité la saison NCAA du circuit américain, donc c'est absolument génial. Et je vous mets également des ressources et des liens complémentaires pour vous permettre d'approfondir la thématique, avec notamment le podcast intégral d'Antoine Beneteau, en compagnie d'Arthur Ginderknecht, qui retrace son ascension, son parcours et ses années ricaines, et c'est franchement passionnant. Et je vous mets aussi le podcast qui est tout nouveau de Stephen Lockwood, qui s'appelle The Ballroom, qui est tout récent et qui est juste excellent et que je vous recommande urgemment. C'est tout pour moi, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous entraîner pour maîtriser le twinner. Salut!